Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de Jane Street, qui est une firme qui aurait vraisemblablement opéré sur le DPEG de Terra Luna. Ça peut sembler pas forcément intéressant, ça peut sembler daté comme sujet à ce stade, mais du coup, on va en faire aussi un sujet qui nous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les market makers, etc., ce qu'il se passe, et on va faire probablement une mise en abîme, un lien avec Binance en ce moment, qui subit un FUD encore une fois hier de la part de Forbes et de la part de Coinbase également. Et voilà, on va essayer de mettre en abîme un petit peu c'est quoi ces jeux de milliardaires là qui sont en train de se faire, et peut-être d'essayer d'avoir en tout cas une partie du puzzle qui se met en place, parce que vous allez voir que cette affaire Jane Street, elle est intéressante pour mettre en avant ce genre de choses. Ici, on est sur le Shanghai Composite Index. Je vous dis depuis quelques jours, quelques semaines, que Bitcoin me semble corrélé en grande partie la nuit au Shanghai Index, et vous voyez que la nuit dernière ne nous a pas fait défaut, puisque on a eu effectivement une trend sur les deux qui était à peu près globale. Le Shanghai Index qui était alors là on est 30 janvier, donc on va zoomer un petit peu plus, on est en 1 heure là. Le Shanghai Index qui cette nuit, ici, vous le voyez, 28 février, 6h30, donc sur la cotation de la nuit, hein, le Shanghai Index, il cote de 2h30 à 7h30, et bien on a eu effectivement une jolie corrélation là également entre BTC et le Shanghai Index. J'ai fait toute une vidéo là-dessus où j'explique la corrélation de l'injection de liquidités chinoises, peut-être potentiellement l'ouverture de Hong Kong vers le Bitcoin, etc. J'ai fait toute une vidéo là-dessus, donc on va pas refaire le sujet, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'entre 2h30 et 5h30, on a souvent des pumps sur Bitcoin, en tout cas quand le Shanghai Index est positif, et que à l'inverse on décorrèle un petit peu avec en ce moment tout ce qui peut être S&P et Nasdaq. On va le voir ici où oui, effectivement la tendance elle est un petit peu la même, hein, sur le S&P, on est un petit peu dans la même tendance, mais on a eu des gros épisodes de décorrélation ici, et là par exemple en 1 heure c'est pas extrêmement flagrant, mais moi je regarde toujours le prix en 1 minute, j'ai toujours un œil, surtout à partir de 15h30, donc là dans 6 minutes, j'essaye de faire la vidéo au moment de l'ouverture de Wall Street, j'ai toujours un œil, et je trouve qu'en ce moment on n'est pas extrêmement corrélé avec le S&P, mais on corrèle plutôt positivement quand c'est le cas avec le Shanghai Composite Index. Grosses injections de liquidités du côté de la Chine, et donc du coup voilà, ça peut nous donner des pistes en tout cas pour au moins ceux qui tradent la nuit. On va enlever ici la charte de Bitcoin puisqu'on va regarder Bitcoin, et on va se pencher sur les niveaux actuels, qu'est-ce qu'il se passe, etc. On va enlever aussi cette TWAP, et voilà. Donc du coup ici pour moi ce qui est intéressant de regarder en ce moment, c'est d'abord, d'un côté, on va se mettre plutôt sur celui-ci, d'un côté, le fait qu'on n'arrive pas à passer ce point-là, l'ancien dernier pic que je vous avais annoncé ici à 23 860 $. Et pour le moment, pas de clôture en 1 heure au-dessus. Ça veut dire que ici, on a un niveau très fort qui pour l'instant semble repousser. Je vais passer personnellement en direction préférentielle longue si on arrive à closer ce niveau. C'est-à-dire que si j'ai une bougie entière qui va passer de l'autre côté de ce niveau, eh ben, j'ai pris la décision tout simplement de passer plutôt dans une direction. On était dans une direction préférentielle short depuis quelques jours. Et là, je vais plutôt potentiellement changer mon fusil d'épaule, c'est-à-dire éventuellement si on clôture une bougie, donc je vous le disais entière au-dessus de ça, passer sur une direction préférentielle longue. Pourquoi ça? Alors c'est relativement simple à vous expliquer. On était en direction préférentielle short en raison de cette trend, tout simplement, d'accord? À partir du moment où on clôture ici au-dessus de cette bougie, au-dessus de ce niveau-là, j'ai un signal early que potentiellement on va venir attaquer ce niveau-là, d'accord? Puisque le pic qui est en bas n'arrive pas à protéger ce niveau, on va dire que le prochain niveau intéressant à venir attaquer, ça va être celui-là. Si on attaque ce niveau-là, vous comprenez que du coup, en fait, on retourne à la 4 heures, on arrive sur quelque chose qui est comme ça, et donc là, du coup, j'ai envie d'être dans le bon sens, donc ma direction préférentielle short, qui pour le moment n'est pas perdue, hein, vous le voyez ici, on est toujours dans une tendance qui potentiellement pourrait nous donner un nouveau plus bas. C'est ça qu'on joue depuis plusieurs jours, et on l'a eu ici, on l'a eu ici. Donc ça, aucun problème avec ça. On est toujours en direction préférentielle short.
Cela dit, on va potentiellement passer en direction préférentielle longue si jamais on arrive à clôturer ce niveau. Ça sera pour moi le niveau early qui nous dit que la structure est réellement modifiée en 4 heures. On peut ici aussi se dire, bon, on a eu quelque chose d'impulsif cette nuit ici dans la 1 heure, hein, donc là cette bougie elle est très belle. On avait eu aussi quelque chose d'impulsif, même si on l'avait eu dans l'autre sens, et bien au moment potentiellement où on construit tout ce gros W, si c'en est un. Et effectivement, si on réagit plutôt sous la version chartiste des choses, et bien ça correspondrait, ce que je vous dis, tout simplement à venir poser un double bottom, casser la ligne de coup et venir jouer plutôt dans la direction du long. Donc une structure potentielle de retournement en daily qui pour l'instant n'est pas encore confirmée. Elle sera vraiment confirmée quand on aura effectivement ici repris la ligne de coup. Il est tout à fait possible ici, encore une fois, si on se fait rejeter à ce stade, de plutôt continuer à chercher du short dans la zone, et c'est ce que j'ai dit ce matin sur le Discord, en disant si on n'a pas de clôture, de hard close, de clôture vraiment ferme au-dessus de cette bougie, la direction préférentielle, elle est toujours short et elle est toujours en dessous de ce niveau. Et personnellement, moi, je vise les 22,3. Donc, voilà pour, on va dire, l'anticipation de la structure. On va pas en dire beaucoup plus sur BTC. On va passer sur Ether, parce qu'on a un gros sujet à traiter aujourd'hui, et en plus j'ai des charts à vous montrer après, etc. Donc ça risque d'être assez long. Ether, sincèrement, même chose, sauf que le niveau il est ici, vous le voyez. Hop. Ether a légèrement attaqué au-dessus de ce pic qui était censé défendre celui-là. Pour moi, Ether est en train d'accumuler du short là, et peut-être qu'on va avoir une action de prix très bullish sur Ethereum. Donc personnellement, une recherche de long sur Ethereum me paraît aussi intéressante à partir du moment où on arrive à closer ce niveau. D'accord? Si on n'arrive pas à le closer, à ce moment-là, c'est toujours pareil sur Ether. On va plutôt privilégier une structure qui continue à baisser. Ok? Sur Ether, ce qui est intéressant, c'est que le niveau dont je vous parle là, il est quand même très proche du plus haut précédent. Donc là, effectivement, sur Ether, si on a une clôture ne serait-ce qu'au-dessus de ce niveau-là, qui était l'ancien niveau, on risque d'accélérer assez vite. Donc du coup, on aura, à partir du moment où on a une clôture au-dessus de ce niveau-là, on aura probablement ici la perte de ce pic-là. Donc ça veut dire un retournement de structure. On fait également ce W-là et on ressort de cette structure plutôt par le haut, de manière à revenir attaquer les 1740 et potentiellement ici nous sur Ether on avait une target court terme autour des $2000, donc voilà, ça pourrait tout à fait ici être dans le sens. Il est tout à fait possible également qu'on vienne, parce que là, cette ligne de coup, il ne faut pas la voir dorénavant comme nécessairement un support. Il faut être ici un petit peu plus intelligent que ça. Oui, si jamais on casse fortement, et là, c'est pas le cas, vous le voyez qu'on s'est fait rejeter une première fois, donc on a créé cette vallée qui pourrait venir essayer de protéger la jambe ici de ce mouvement. C'est la même chose sur Bitcoin. Donc ça veut dire que, en gros, le bon point d'entrée longue, il sera soit sur cette vallée-là, ça c'est le point le plus opportuniste, et le point le plus avare, le plus greedy, il va être en bas de ce point-là, d'accord? Là où on ne met pas en compte, si on casse ce niveau, on fait une clôture au-dessus, et ensuite on réintègre, à ce moment-là, le meilleur endroit pour rentrer en trade en longue, il est au dernier pic avant ce niveau-là. Et en l'occurrence, bon là on est en 1 heure, mais vous devez pouvoir en trouver un en 5 minutes ou quelque part. Donc soit vous êtes opportuniste, vous essayez de choper du long directement là où on a fait cette première conso, c'est-à-dire que là vous considérez qu'on va pas enfoncer et on va pas attaquer la jambe de ce mouvement qui a été relativement agressif. Donc pour moi, je privilégierais plutôt le fait qu'elle doit être attaquée. Donc vous comprenez ici, comment dire, que je vais pas rentrer à la cassure. Parce que des fois, les gens croient que ici, je vais pas rentrer à la cassure, je vais pas rentrer sur ce niveau-là, je vais pas rentrer dès que je vois qu'une bougie, elle ferme au-dessus. Je vais plutôt soit chercher quelque chose au niveau juste en dessous, c'est-à-dire là cette dernière vallée qui peut protéger la jambe de ce mouvement, soit chercher quelque chose en bas de la jambe. Et moi personnellement, quand les jambes sont comme ça très impulsives, merde. Et je vais encore parler beaucoup, mais au moins on fait un peu de méthode aussi. Quand les jambes sont très impulsives, j'ai plutôt tendance à me dire, on va venir chercher tout ce fair value gap. C'est-à-dire que si jamais ici je vois la structure, en tout cas que la structure me dit, oui, t'as raison, choisis le niveau le plus avare, essaye de rentrer plutôt en bas de ce niveau-là. Alors on pourrait creuser ici, c'est-à-dire que vous avez un niveau cohérent ici, vous le voyez en 5 minutes, il n'est pas du tout en bas de la jambe, mais là il y avait eu une première correction qui pourrait être un point d'entrée intéressant à 24 470. Ici on a une deuxième vallée qui est intéressante autour des 22 289, et moi personnellement j'attaquerai ce niveau
frontside, c'est-à-dire 23,2, voilà, quelque part entre 23,4 et 23,2 serait un bon point d'entrée pour ce long. Par contre, si on voit que tout de suite la structure casse, si elle casse, hein, on n'est pas sûr de ça, hein, pour l'instant c'est une validation qu'on attend, si jamais la structure casse ici, il est peut-être potentiellement intéressant de rentrer directement, c'est-à-dire que cette jambe-là pourrait être protégée par ce niveau-là, donc en tout cas de prévoir peut-être une entrée plus opportuniste, à voir. Du coup, vous pourrez adapter votre levier, mais là ça fait beaucoup, c'est-à-dire on a plusieurs centaines de dollars entre les deux, donc moi je serais plutôt ici fervent de attendre puis regarder. Ce que je vous ai pas dit sur Bitcoin aussi, mais qui est plutôt bearish, c'est que je vous ai beaucoup parlé de cette trend en daily ici qui est là, et je vous ai plutôt dit si on ferme une bougie entière à l'extérieur de cette trend, ça veut dire qu'elle est perdue, et vous voyez que on est bien en daily ici, et oui je vais bien de ce point là, le point, vous voyez qu'on a ici deux bougies d'accumulation qui sont les unes sur les autres, et on vient effectivement de clôturer sous, donc cette nuit on a clôturé sous cette bougie, donc ça c'est pas très bon. Alors bien évidemment, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit juste que on pourrait décaler la traîne comme ceci par exemple, et de dire bon, ou comme cela, hein, pour qu'elle soit pas mangée, de dire c'est pas tellement un signal que la trend est perdue et qu'on va complètement défoncer vers le bas, puisque là en l'occurrence la price action n'a pas accéléré à la perte de cette trend, et c'est-à-dire tout simplement que la trend d'accumulation en daily est en train de s'adoucir, mais pour moi c'est un signal fort que il faut vraiment attendre ici avant de switcher en long, et il faut vraiment attendre. Je pense que la journée d'aujourd'hui devrait pouvoir nous parler dans ce sens, c'est-à-dire que si là à ce stade on se fait rejeter et qu'on continue à descendre, à ce moment-là il n'y a pas de souci, on continuera à chercher vraiment du short, pardon, mais si jamais on est juste ici sur une sorte de retest, c'est-à-dire qu'on est en train de bouffer les shorts avant de dévisser littéralement, on est également sur des très bons points d'entrée en direction préférentielle short, qui est la direction préférentielle que nous on travaille en ce moment. Donc moment un peu indécis. Moi dans ces moments-là, ce que je préfère c'est rester off market tout simplement, regarder ce qui se passe et puis potentiellement essayer d'attraper le train suivant. Pourquoi? Parce que ça sert à rien parfois. Sur les marchés, c'est ce que je dis, perdre, c'est un petit peu comme respirer. On va dire que inspirer, c'est gagner, et expirer, c'est perdre, et le but étant tout simplement de gagner plus que ce qu'on perd, hein, bien évidemment. Le truc ici, c'est que parfois, il est bien de se mettre un petit peu à l'écart, de manière à pouvoir faire une expiration comme ça, regarder un petit peu ce qui se passe, et plutôt que d'aller perdre quand on ne sait pas réellement la direction, parce qu'en ce moment, on va dire que c'est un peu piégeux, eh bien, plutôt que d'aller perdre, il vaut mieux parfois juste se mettre à l'écart, regarder, attendre un petit peu. Moi, j'ai fait des super gains la semaine dernière, j'ai fait des super gains sur toute cette montée. J'ai multiplié mon capital de trading par 3. Ce qui même, vous allez me dire, est pas énorme, j'aurais pu faire plus parce que franchement la performance plus 50% du BTC, en fait si j'avais ouvert un levier 6 au tout début, bon il aurait fallu avoir été au courant qu'on allait faire ça, mais du coup si j'avais ouvert un levier 6 au tout début, j'aurais fait 6 fois 50%, 300%, enfin globalement voilà, et d'ailleurs 1 fois 3 c'est même 200%, donc vous voyez ici que voilà, par contre j'ai mon risque à chaque fois, et voilà, j'ai eu des pertes, j'ai eu des gains, mais au final je me retrouve à 200% encore une fois, donc 1 fois 3 sur mon capital de trading, ce qui est sincèrement vraiment pas mal du tout, en tout cas comme performance, et plutôt, quand on a un marché qui est plutôt directionnel comme ça, plutôt correct. Donc voilà, on va passer là-dessus, on a fait déjà l'analyse, on va pas faire la stablecoin dominance aujourd'hui, on va tout de suite passer directement à tout ce qui est news. Pour moi, il n'y a pas grand-chose sur Wall Street Journal, pardon. Ici, apparemment, la market cap des crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle qui touche les 4 milliards. Et il y a eu un inflow de 1,6 milliard en un mois, donc énorme. On en a parlé, je prépare un sujet sur l'AI aussi, j'ai pas eu le temps encore de bien le faire. Ici, sur les NFT, etc. Bon, on va passer là-dessus aussi. Là, on va aller voir la news principale qui est pour moi... Alors d'abord, une petite news sur la mise à jour Shanghai. Ici, apparemment, on nous dit que 9% seulement des stackers d'Ethereum prévoient de retirer leurs fonds après la mise à jour Shanghai. Est-ce que ça va être pour les vendre ou pas? Est-ce que c'est une décision qui est plutôt juste par le fait qu'ils sont déçus par les retours de stacking? Je vous ai expliqué hier pourquoi les retours de stacking étaient très légèrement en dessous. C'est quelque chose qu'on va voir bientôt. Ici, je vous ai parlé hier de cet article qui nous disait que c'était peut-être la firme Jane Street Capital qui était
qui était lié au DPEG de l'UST, donc le Terra. Et ici, il faut comprendre, donc le dollar de Terra Luna. Ici, il faut comprendre que c'est hyper intéressant et ça soulève énormément de questions. On avait déjà des questions à ce stade si Jane Street n'était pas impliquée là-dedans, mais ça va générer énormément de questions et donc du coup, on va traiter le sujet du jour qui est là-dessus. Globalement, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que Jane Street Capital aurait ici emprunté de l'argent, des fortes sommes d'argent, 25 millions. Excusez-moi, j'ai mes écrans qui vont s'éteindre, les écrans d'à côté. Donc du coup, j'aurai plus de retour vidéo. Hop, autant pour moi. Voilà, j'essaie d'économiser de l'électricité. Donc du coup, ici, ils auraient emprunté 25 millions d'USDC par 2 fois à Block Tower pour en fait les mettre sur un pool de liquidité puisque c'est leur boulot, hein, théoriquement c'est ce qu'ils sont censés faire. Je vais vous expliquer ici d'une manière un peu plus poussée à quoi sert un market maker, mais vous allez voir qu'on va rentrer dans le détail plus par l'explication tout simplement qu'est-ce qui s'est passé. Et en gros, ils ont ici mis ça sur le pool de liquidité donc avant en fait de se positionner vendeur, c'est-à-dire que à un moment donné, ils ont finalement du coup vendu de l'UST de manière à DPEG. Un des problèmes que ça pose, et là vous le voyez ce thread Twitter qui explique sur ce curve, sur ce pool sur Curve, qui est un protocole de DeFi on va dire, sur ce pool sur Curve, on est sur le wallet A, et ils ont échangé 85 millions d'UST pour de l'USDC, ce qui a donné en fait cette grosse imbalance. Ce pool s'est tout d'un coup vidé, il n'était pas suffisamment liquide, et c'est ça qui a DPEG en fait le Terra. Le Terra à l'époque était passé je crois de... Si je me trompe pas, 0,93 $. Il était descendu une première fois à 0,97. Et là, vous comprenez que théoriquement, le marché doit faire son boulot. Le marché doit faire son boulot comment ? Tout simplement, si jamais un UST par rapport à un... On va prendre l'exemple de l'USDC, là, puisque c'était l'exemple. Si jamais, à ce moment-là, le DPEG s'était fait, théoriquement, vous avez des arbitreurs qui rentrent en jeu et qui disent, tout simplement, moi, je vais acheter un maximum d'UST et je vais attendre que ça repègue et puis ensuite je vais les revendre par exemple, ce genre de choses. Ou alors imaginons que les UST sont moins chers sur ce pool Curve en partie, je vais choper tous les UST à 0,97 et derrière je vais aller les vendre dans un autre endroit où l'UST est effectivement à 1 $ par exemple. Et là en l'occurrence il y avait eu ce gros DPEG et tout le monde s'était un petit peu demandé pourquoi les market makers ne font pas leur boulot. Et ça m'amène au boulot des market makers et vous expliquer pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils font. C'est pas nécessairement ici des faiseurs de marché au sens où ils font le prix. Vous allez voir que petit à petit, ils font le prix effectivement par ricochet, mais que d'une certaine manière, le market maker, il est là pour se mettre dans le spread. Le spread, c'est le spread qui va être le spread entre l'acheteur et le vendeur. Vous avez un carnet d'ordre. Si le carnet d'ordre est vide, malheureusement, vous risquez d'avoir énormément de problèmes. Par exemple, vous avez votre propre exchange, vous êtes directeur d'un exchange, vous avez un carnet d'ordre où il n'y a pas grand monde, et bien finalement, vous allez d'une certaine manière appeler des gens pour faire votre propre marché et que vous ayez globalement à peu près la même liquidité que les autres marchés. Sinon, vous allez avoir des mèches, par exemple, comme ça arrive des fois sur Kraken, où Kraken, vous pouvez toucher des altcoins à des prix plus intéressants que sur les autres exchanges, parce que Kraken est plus ou moins bien market maker que les autres, et donc du coup vous allez avoir des mèches plus importantes. Par exemple sur Kraken, on sait que sur certaines altcoins c'est parfois intéressant de poser des ordres très très bas sur Kraken parce que là pour le coup parfois vous avez peut-être des chances de les toucher plus bas que sur d'autres exchanges. Donc ça c'est très important, et il est très important de comprendre en crypto, là où normalement c'est interdit ailleurs. Déjà on va continuer sur c'est quoi un market maker et à quoi il sert. Il est censé acheter quand personne ne veut acheter. Il est censé se mettre, encore une fois, dans le spread, c'est-à-dire apporter de la liquidité sur un marché qui n'est pas liquide. Il peut l'apporter d'un autre endroit, c'est-à-dire l'apporter d'un marché liquide et la ramener sur un autre marché, et c'est principalement comme ça qu'il gagne son argent, mais il peut aussi nécessairement, un peu comme ça avait été le cas par exemple en décembre 2020, quand il y avait eu la grosse crise Covid, et où du coup les prix étaient descendus très très bas sur la crypto, mais aussi sur les actions, et bien du coup c'est lui qui doit répondre au téléphone et qui doit accepter tout simplement les ordres de vente, c'est-à-dire que c'est un acheteur massif dans ces cas-là, et c'est lui qui doit avoir du cash de côté, il doit avoir plus ou moins prévu la situation, il doit toujours avoir du cash de côté pour racheter, c'est l'acheteur en dernier ressort. Et d'une certaine manière, je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, si vous vous intéressez à la finance par exemple, vous le verrez dans le documentaire par exemple Madoff
sur Netflix, qui est sur Bernard Madoff et l'arnaque, un des plus gros Ponzi de l'histoire. Et vous verrez qu'il y a énormément de choses à mettre en lien avec la crypto actuellement et le scandale qu'il y avait eu sur FTX. Il y a vraiment énormément de choses qui ressemblent beaucoup. Et Madoff, à ce moment-là, c'est la crise de 2000, et sa firme répond au téléphone. C'est-à-dire que c'est la seule firme qui dit « Ok, on prend. » Elle est censée ici fournir une contrepartie aux ordres de vente. Et dans les grandes crises, effectivement, les market makers perdent beaucoup d'argent dans un premier temps. Mais ils ont tellement de fonds qu'ils sont censés accepter, bien évidemment, cette perte. C'est d'ailleurs leur boulot, c'est-à-dire que c'est réglementé. Théoriquement, c'est eux qui doivent répondre au téléphone et ils doivent prendre tout simplement les ordres. Et puis, d'un autre côté, donc ils participent à la stabilité du marché quelque part aussi, puisque c'est eux qui effectivement, et d'un autre côté, une fois qu'ils ont effectivement aspiré toute l'offre vendeuse, comme ça avait été le cas pendant le Covid en mars 2020, et bien du coup c'est eux qui vont vous revendre sur la montée. Donc c'est comme ça qu'ils vont tout simplement faire leur business, c'est-à-dire qu'ils achètent, ils considèrent qu'il y a une fair value, une certaine valeur pour un asset qui pour elle est de toute façon intéressante, donc ils se positionnent à l'achat quoi qu'il arrive pour acheter toutes ces choses-là, et puis au bout d'un moment, une fois que les market makers ont de toute façon aspiré absolument la totalité de l'offre, et bien à ce moment-là, ils la remettent sur le marché, et c'est effectivement eux qui profitent aussi dans les montées, et c'est bien entendu comme ça qu'ils se payent. Donc leur travail c'est ça. Comprenez aussi que Jane Street est un des seuls market makers, on va dire que ça a été un des plus gros et un des premiers qui est arrivé sur la crypto. Je pense qu'ils sont arrivés autour de 2017, quelque chose comme ça. Jane Street opère beaucoup sur Coinbase, mais ils opèrent un peu partout. Donc du coup, ils ont ici pas fait leur boulot. C'est-à-dire qu'ils ont même depeg l'UST, donc c'est intéressant de savoir pourquoi. Il y a deux wallets qui sont mis en cause ici. Il y a Celsius, mais la chute de Terra a provoqué la chute de Celsius, donc c'était peut-être plutôt à un moment donné ici Celsius qui a essayé de sortir de l'histoire. On sait aussi qu'il y a eu un trade historique de la part de Alameda qui à ce moment-là a shorté Luna un peu avant tout le monde. Enfin c'est les on-dit, ici je fais une enquête et donc je vous dis, donc on sait qu'en même temps on a Alameda qui était en train de shorter Terra, on a Jane Street qui était en train de depeg et Jane Street qui est probablement très pote avec Coinbase qui était en train de depeg peut-être volontairement, on ne le sait pas, l'UST. Et on sait aussi, quand vous regardez, vous renseignez un petit peu sur Jane Street Capital, que Sam Bankman-Fried et Caroline Edison ont eu leur premier emploi dans cette société. Donc ils ont probablement plein de potes ici qui étaient bien entendu dans cette société. Cette société, elle n'est pas spécialisée crypto, elle évolue sur tous les marchés, mais c'est, on va dire, une des seules qui a senti le bon filon en allant dans la crypto tout simplement au tout début, et qui ont ici, vous le voyez par exemple, pendant la pandémie de Covid-19, en fait finalement ils s'en sont mis plein les fouilles, puisque en fait ils ont effectivement tout racheté en mars 2020, ils avaient bien prévu le coup, ils avaient eu beaucoup de cash, donc ils ont pu effectivement tout racheter, et ils ont tout revendu bien entendu, puisque c'est eux qui sont aussi qui sont censés répondre aux ordres quand il y a une FOMO, quand c'est dans le sens inverse, quand l'élastique se tend dans l'autre sens, c'est eux qui sont aussi censés répondre aux ordres de vente. Donc en termes de design, on peut dire que c'est un petit peu pour ça que le marché boursier est tout le temps en hausse. C'est parce que vous allez finalement de tous ces grands élastiques-là, toutes ces grandes crises de liquidité, à chaque fois vous avez des gens qui absorbent toute l'offre et qui ensuite tout simplement la refournissent avec un peu plus de parcimonie potentiellement, la refournissent au marché quand le marché est acheteur. Et donc la FOMO de 2020-2021, celle qui a suivi le Covid et l'afflux massif de liquidité a bien entendu ici énormément aidé. Donc, on comprend ici aussi bien le lien Jane Street, peut-être Coinbase, FTX probablement, et vous comprenez que là-dedans, vous avez Binance à un moment donné qui a dit nous on arrête ils ont coupé les retraits de UST, Binance, ça a été d'ailleurs un petit peu critiqué à un moment donné, donc Binance n'est pas dans l'histoire probablement, et vous avez également à un autre moment encore une fois Alameda qui fait un petit peu le short du siècle, mais Alameda dont on sait maintenant qu'ils étaient déjà dans la merde, donc ils étaient peut-être potentiellement en train de juste essayer de sauver un peu les meubles, et bien tout simplement en provoquant quelque chose. On sait aussi que Jane Street est peut-être proche de parce que à qui a profité le crime finalement? D'un côté, les stablecoins algorithmiques étaient relativement dangereux pour l'État américain.
tout simplement. Ici, le fait d'avoir un stablecoin qui est algorithmé et qui vous propose un rendement aussi impressionnant que ce que proposait à l'époque Terra Luna est extrêmement dangereux pour l'État américain, surtout d'autant plus que Terra Luna était une firme coréenne et que donc du coup ça ne bénéficiait d'aucune manière à l'État américain. Personne n'aurait voulu de ces bons du trésor si jamais à un moment donné c'était possible de tout simplement avoir un dollar synthétique qui n'est pas réellement profitable à la dette américaine, puisque quand vous rachetez du dollar, vous rachetez de la dette américaine. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, à qui profitait tout ça? Circle, et on voit que Circle, donc USDC, est potentiellement derrière pas mal de marionnettes, est potentiellement en train de faire le marionnettiste sur pas mal de choses qui se passent sur le marché en ce moment. Donc on peut se poser la question, est-ce que l'arrivée de BlackRock est une bonne chose sur le marché des cryptos? Mais bon, ça, il y aura forcément ici, encore une fois, l'idée de la crypto, c'est qu'il va falloir financialiser le monde. Donc on aura forcément ici des génies de la finance qui arriveront là-dedans et qui opéreront les mêmes choses que ce qu'ils ont fait de partout. Donc bon, la finance, c'est pas du philanthropisme, on n'est pas là on n'est pas là pour épiler des kiwis, on est là pour faire du pognon. Donc il y a aucun problème finalement avec ça. Et puis voilà, donc idée intéressante ici de se dire, tiens, Jane Street, c'est quand même l'endroit où bossait avant Sam Bankman-Fried. Est-ce que tout ça va être mis finalement dans un procès? Est-ce qu'on va, grâce à la blockchain, on va pouvoir retracer toutes ces choses-là, etc. Intéressant en tout cas, et surtout de voir que à ce moment-là, Jane Street n'était pas du tout censé dépeg le marché, mais était plutôt censé le repeg. Leur boulot ici à ce stade, c'était plutôt que d'enlever ces 50 millions de ce pool de liquidité, et ça aurait été d'en rajouter, ou en tout cas de ne pas provoquer ce premier mouvement qui ensuite a généré tout simplement des articles de presse. Et là, c'est les gens qui sont arrivés et qui ont retiré leur UST des plateformes, le retrait de ces UST faisant que à chaque fois que au moment où ça montait, à chaque fois que vous aviez $1 en UST qui était minté, on détruisait $1 de Luna. Et en fait, au moment où ça a descendu, ça a fait exactement la même chose, c'est-à-dire à chaque fois qu'un UST a été détruit, et finalement, la market cap le prix du Luna descendait en fonction. Cette histoire-là n'a jamais repeg, c'est ça qui est relativement bizarre, on va dire, c'est que normalement, en algorithmique, ils auraient dû minter autant de Luna que possible jusqu'à ce que l'UST repeg, et à ma connaissance, l'UST n'est jamais revenu à son repeg, peut-être tout simplement pour garder les quelques-uns qui restaient à un moment donné dans l'histoire, puisque si à un moment donné ça avait repeg, il serait sorti, donc c'était la mort du projet. Et ici, aujourd'hui, il y a des nouveaux projets aujourd'hui, alors j'ai oublié le nom, je crois que c'est Liquidity, où en fait, les garde-fous sont totalement enlevés. C'est des projets intéressants où du coup, en fait, vous avez du stablecoin algorithmique également, mais c'est hard-codé et à aucun moment vous ne pouvez enlever les garde-fous, tout simplement du fait que le stablecoin algorithmique est ultra hard-codé et il n'y a aucun moyen de dire on ne laisse pas le repeg se refaire, ce qui a probablement été fait sur Luna, malheureusement. Il y avait un choix à faire à un moment donné qui était de dire est-ce que Luna va à zéro, mais on sauve l'UST et finalement on laisse peut-être les choses après se remettre d'aplomb, ou alors est-ce qu'on essaie de sauver les deux? Et le problème c'est qu'ici il a été pris le mauvais choix, c'est-à-dire essayer de sauver les deux. Enfin je pense, c'est mon avis. Donc voilà, intéressant je trouve. Vous voyez ici la firme du site Jane Street où on voit des gens qui s'amusent, etc. Donc ça a l'air vraiment super de travailler là-bas. À partir de là, intéressant aussi, et du coup j'ai cherché un peu, je suis allé un petit peu creuser un peu le sujet, et j'ai trouvé cette interview de Thomas Hume, qui est justement le responsable crypto de Jane Street, c'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de tout le secteur crypto de Jane Street. Et en fait, cette interview, elle a eu lieu il y a 1 an, donc c'était, on va dire, avant le depeg de Terra. Et il parle dans cette interview, il disait, si Terra venait à depeg, ce qui est pas du tout, c'était pas du tout dans les tuyaux à ce moment-là. Et il en parle, donc c'est marrant, ça veut dire que c'était quelque part, donc peut-être dans un coin de leur tête. Alors je sais pas si c'est eux qui ont provoqué l'histoire, apparemment ils ont au départ perdu de l'argent dans cette histoire, et puis après peut-être qu'ils en ont récupéré. Peut-être également des délits d'initiés, où en fait finalement ils ont profité du short d'Alameda sur Terra de l'autre côté. En tout cas il y a des choses ici qui sont extrêmement troubles sur cette espèce d'arbitrage qui n'a pas été fait, qui aurait dû être fait par Jane Street et qui n'a pas été fait. Comprenez bien aussi que c'est important ici de comprendre
Un market maker, il va agir d'abord OTC, il va pouvoir vendre aux institutionnels certains assets, mais il va aussi agir, et en l'occurrence pour nous, c'est ça qui nous intéresse, il va agir sur les marchés des dérivés. C'est-à-dire que quand personne ne veut prendre le short que vous voulez prendre, eh ben, il va y avoir un market maker en face qui va dire, ok, moi je prends la bid, je prends sur ce carnet d'ordre ton ordre, je le prends, et puis après, bien évidemment, en aspirant toute une partie de l'offre à court terme, bah, ils arrivent à retourner le prix et aller dans le sens qui leur est plutôt favorable, c'est-à-dire à gagner l'argent qui leur est dû. D'ailleurs, c'est leur boulot, il n'y a aucun problème avec ça. On parle de marché manipulé, non, on parle de juste gros bag ou pas gros bag, et ici l'idée c'est d'être plus ou moins dans l'équipe de ces mecs-là, encore une fois. C'est pour ça qu'on regarde beaucoup la liquidité, etc. Là où c'est extrêmement intéressant aussi, et c'est là que je voulais en venir, en fait, toute cette vidéo, elle est plus ou moins pour c'est que le marché de la crypto n'est pas du tout liquide. On l'a vu sur beaucoup de vidéos, mais le carnet d'ordre est plutôt vide. Justement, on a ici 73% de l'offre totale en Bitcoin qui est loqué depuis ne serait-ce que 1 an. Dernièrement, je voyais, et si j'arrive à vous remontrer la chart, je vais vous la remontrer, mais globalement... Non, je sais pas si je l'ai là. Si, voilà. Ici, vous voyez que, en fait, la supply qui n'a pas bougé depuis plus de 10 ans, donc comprenez bien que 10 ans, c'était il y a longtemps, 2013, elle est supérieure à celle qui est présente sur les exchanges. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que, probablement, la supply qui n'a pas bougé depuis plus de 10 ans, on peut considérer qu'une bonne partie est perdue, mais probablement, c'est-à-dire que, ici, vous le voyez, à peu près 2,5 millions de Bitcoin, c'est pas sûr qu'il soit perdu, on va dire 2013, il y a sûrement des gens qui ont encore gagné, mais la plupart des bitcoins, ils ont bougé au moins une fois depuis 2013. Bon, on peut dire en tout cas qu'il y en a bien les 2/3 qui sont perdus, donc on va dire 1,5 million qui sont perdus, 1,5 million qui sont perdus, on est quasiment à ce qui est présent comme supply sur les exchanges. Donc 12% de la supply entière est sur les exchanges, et la supply qui n'a pas bougé depuis plus de 10 ans est supérieure à ça. Donc marché très peu liquide, très intéressant pour les market makers, et c'est ce qu'a très bien compris Jane Street avant tout le monde, puisque de toute façon, petite market cap, donc facile à bouger. Enfin, on est surtout, imaginez, bon alors il faut être capable ici d'investir sur tous les assets qui ont un petit peu la hype, etc. Enfin voilà, d'être investi sur tous les exchanges, tous les assets. Vous comprenez qu'il y a ici des market makers sur tous les futurs, le spot, il faut être partout. Mais pour celui qui sent le bon filon un peu avant tout le monde, etc., eh ben, vous pouvez bouger le prix dans une direction, et vous pouvez en fait finalement créer les pump and dump que vous attendez, ou en tout cas, quand il y a une forte position short, prendre la position inverse. Et là ici, on va faire par exemple le lien sur Bitcoin. Si je me mets en 12 heures, vous comprenez que si on prend, on va se mettre en daily même, si on prend la totalité de ce qui s'est fait sur ce moment-là, d'accord? Donc là, funding extrêmement positif, beaucoup d'open interest qui montent, c'est la FOMO, tout le monde veut du Bitcoin, et il n'y a jamais de correction. Ben là, vous aviez des mecs qui se bouffaient les couilles en face, et qui étaient capables de prendre la position inverse, parce qu'ils étaient, entre guillemets, payés pour ça. Enfin, ils se disaient qu'ils allaient être ensuite payés pour ça. Quand est-ce que ces mecs-là, ils rentrent dans leurs sous? Bah, tout simplement, quand on liquide tous les leviers. Vous voyez qu'ici, on perd 50%, donc on liquide tous les leviers jusqu'à x2. D'accord, c'est le but, c'est ce qu'a fait le prix, c'est le but de ce mouvement. Et ben là, c'est là que ces mecs-là se remboursent. Et étant donné que vous comprenez qu'ici, ils ont accumulé du short sur toute cette zone-là. Ils ont probablement perdu en liquidation sur certains moments. Ils ont probablement ici essayé de provoquer des mouvements qui n'arrivaient pas parce qu'on était effectivement en pleine FOMO, et ils n'arrivaient pas ici à retourner le prix jusqu'à ce que la demande s'essouffle d'elle-même, d'accord. Et ensuite, à partir de là, eh ben, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton, et puis ils ont la position dominante, on va dire. Ici, même chose, vous voyez le funding extrêmement négatif, donc tous ces mecs-là, eh ben, tout simplement, il y avait du short, ils ont pris les longues en face, et puis là, période où ils arrivent à ce que le prix se retourne, tout simplement parce que, on va dire, la demande s'essouffle. Donc ça, c'est très important à comprendre. Quel est le boulot de ces gens-là? Leur boulot est naturel, c'est normal qu'ils le fassent. Il n'y a pas de manipulation ou quoi que ce soit. C'est tout simplement, ces gens-là, ils sont censés venir profiter de la volatilité. C'est pas du tout ce que fait un hedge fund ou ce que fait... c'est plutôt vraiment ici
être le prêteur en dernier ressort, celui qui prend l'enchère en dernier ressort. Et voilà, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent, et c'est comme ça que fonctionne la finance. Ici, on va passer sur bitcoin.com, etc. On va passer ici, apparemment, les demandes de crédit aux États-Unis qui sont les plus basses depuis 30 ans. Donc le marché, c'est en fait directement le marché le plus en souffrance en ce moment, c'est le marché de l'immobilier aux États-Unis. Ici, aujourd'hui, on a dû avoir quelques infos, notamment le PMI, donc le Purchasing Manager Index, et non, il n'est pas sorti. Non, 9h45, non, ça sera à 17h, autant pour moi, ça sera même un peu avant. Ça sera à 15h45, ah bah si, il a dû sortir alors. Plus 6h. Non, bon, bah on l'a pas. Bon, bah c'est pas grave, on va faire 100. Et puis, ici... ouais, bon, voilà, rien de plus sur les news, si ce n'est, encore une fois, comme je vous le disais, cette histoire sur... oui, on a une petite réponse de Binance à ce que je vous disais hier, c'est-à-dire que Binance a été accusé par Forbes de faire les mêmes choses que faisait à l'époque FTX, c'est-à-dire utiliser des liquidités pour aller les mettre ailleurs, etc., faire un peu ce jeu de chaise musicale par rapport aux liquidités. Et ici, on a la réponse de CZ, puisque hier je vous ai montré cet article qui globalement dit non, en fait c'est des utilisateurs qui ont fait ces retraits et ces dépôts, nos utilisateurs peuvent faire exactement ce qu'ils veulent, Forbes ne comprend rien à la blockchain en gros, et puis voilà, nos réserves sont, on a prouvé que nos réserves étaient là, et nos réserves sont toujours de 1 pour 1, et voilà, malgré le fait que je sois d'ethnicité chinoise, puisque ça a été dit dans l'article, comme si ça posait un problème. Bon bref, réponse de CZ qui est un peu de beauté en touche quand même, mais effectivement on voit que l'article de Forbes était extrêmement orienté pour coller le nom de FTX juste à côté du nom de Binance, alors que effectivement les preuves n'étaient pas ici. Si vous possédez du Bitcoin et que vous avez des caleçons comme ça, dans ce cas, je vous suivrai. C'est peut-être mon cas, hein. Moi j'en ai détroué un petit peu des fois. Donc voilà, on va faire désormais la liquidité. J'espère que tout est bien compris. Enfin, même si je veux pas faire mon prof, quoi, c'est pas l'idée, mais que cette idée du market making, elle est bien intégrée, parce que c'est contre ces gens-là que vous prenez des contrats. Donc il faut vraiment comprendre quel est leur boulot et pourquoi, tout simplement, à un moment donné, le fait de suivre la liquidité et le funding, c'est-à-dire ce qu'on va faire là maintenant, est excessivement important sur les cryptos. On passe à la page de pub et j'en profite après pour faire la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation, ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présenter ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots, et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation, et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID, et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20
affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Donc oui, je voulais revenir parce que je suis pas allé au bout de mon idée. Le problème qu'il y a eu avec FTX et Alameda, c'est que en fait, il a été prouvé que Alameda avait des garde-fous, c'est-à-dire qu'il n'était pas sensible à la liquidation. Quand je vous expliquais par exemple ici, en fait, le jeu est faussé, c'est-à-dire que par exemple, si ici ils ont pris tous les shorts qu'il était possible de prendre contre vous, théoriquement, une firme ici, elle devrait à un moment donné accuser des pertes. Et si jamais le logiciel permettait à Alameda, qui était donc de par essence une filiale de FTX, permettait à Alameda de ne pas être liquidé malgré des positions qui théoriquement devaient être liquidées, vous comprenez qu'on peut aller jusqu'à l'infini comme ça, et finalement la position est toujours valable. Donc à un moment donné, on est sur un problème, on va dire, structurel, c'est-à-dire que le marché des cryptos est pas ou peu régulé, et que du coup, si jamais une firme appartient à la fois à l'exchange et elle-même le market maker qui apporte la liquidité sur cet exchange-là, ça pose un souci énorme au sens où l'exchange, il connaît tout. Il connaît, il connaît vos points de liquidation, il connaît tout, absolument tout. Il n'est pas juste celui qui va prendre un contrat contre vous et qui va absorber toute la liquidité de manière à absorber toute la force vendeuse ou acheteuse, mais en plus, ils ont toutes les informations. Si en plus il y a ce garde-fou qui leur évite d'être liquidé, à ce moment-là, c'est extrêmement grave parce que non seulement il y a tout simplement à l'époque entre FTX et Alameda, non seulement il n'y avait aucune limite comptable entre les deux, mais en plus, c'est-à-dire les fonds des utilisateurs ont été utilisés pour couvrir des trades qui étaient perdants chez Alameda, mais en plus vous avez cette idée que le market maker en question n'est pas sensible à la liquidation sur l'exchange en question. Et ça pose la question également pour Jane Street n'appartient pas à Coinbase, mais est-ce qu'ils sont pas suffisamment copains pour que parfois effectivement les choses se fassent comme ça? Et ça a posé la question à l'époque où est sorti l'article, c'est-à-dire il y a de ça quelques semaines, entre Meritpeak et finalement Binance, où on sait que c'est une firme qui a opéré sur Binance US et que il y a eu des gros échanges, je crois que c'était 400 millions à l'époque, entre Meritpeak et Binance. Quelle est la firme qui opère sur, j'en sais rien, Bybit, il y en a certainement, BitGet, sur les exchanges où on va dire qui sont suffisamment liquides pour nous, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais que vous compreniez, c'est que bien entendu, c'est relativement facile de faire bouger des marchés, au sens où oui, certes, la market cap de Bitcoin, elle est de 1 trillion à l'heure actuelle, mais ce qui est réellement sur les exchanges ne représente que 10 ou 12% de cette market cap-là. Vous avez en plus tous les gens qui sont sur les exchanges, mais immobiles, qui de toute façon ne seront pas vendeurs, enfin qui sont pas dans le carnet d'ordre, c'est-à-dire ils ont juste leur Bitcoin sur un hot wallet, mais ils ne font rien, ils les possèdent, on va dire, et ça j'ai aucune idée de quelle est la proportion de réellement combien de Bitcoin sont sur les carnets d'ordre, etc. Mais effectivement, quand on regarde sur Binance le carnet d'ordre, vous voyez bien ici que c'est vide. Je veux dire, quand je vous parle d'un mur d'achat, on parle de 1000 bitcoins à tout casser. Ici, on avait vu un autour des 22,3, je crois. Voilà, par ici. Du coup, non, c'était 22,220. Voilà, il était là, il a disparu, vous voyez qu'il est plus acheteur du coup maintenant, peut-être qu'il s'est remonté là, hein. C'est peut-être lui qui a coupé son ordre ici et qui est revenu ici, mais vous voyez ici que on est sur le plus gros exchange du monde, Binance, sur la plus grosse paire, BTC USDT, et finalement on parle sur le carnet d'ordre, on parle en milliers de bitcoins, pas plus. C'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Un millier de bitcoins, ça va vous donner 20 millions de dollars. C'est pas des grosses sommes, voilà. Donc pousser le prix dans un sens ou dans l'autre est quelque chose de relativement facile. D'où le fait que dans des moments qui ne sont pas des moments de FOMO comme des bull run ou ce genre de choses, il est très important tout simplement de se mettre du côté des cols blancs et de ceux qui ont la thune. On va ici sur la liquidité, on va passer en 5 minutes. Qu'est-ce qu'on a liquidé hier ? On a liquidé 88 millions, donc une journée à peu près normale, 33 millions sur BTC, 20 millions sur Ethereum, et là, ici, vous voyez que c'est plutôt propre. Alors j'avais mis ce niveau-là pour expliquer un truc sur le Discord, mais il n'y est pas. Ici, c'est plutôt propre, on prend les deux niveaux en bas, qu'on avait noté hier, et puis ensuite on vient prendre celui qui est en haut. Comment ça se fait ? Enfin, on va dire, est-ce qu'il y a des anomalies ou pas ? Oui, il y a une petite anomalie ici, là, donc là, c'est pour ça que le prix est venu faire ce double bottom. On a eu une
grosse entrée en longue, vous le voyez, le funding ici qui est monté énormément, donc sur un des exchanges, il y avait forcément ici une grosse entrée en longue. Après pour moi, bon voilà, à part ce petit tour dans le funding négatif, rien de spécial, ça va dans le bon sens, ça va dans le même sens, vous voyez que les courbes sont relativement, on va dire, cohérentes. Les trois courbes vont dans le même sens, donc en gros là ce qu'on peut dire c'est tout simplement effectivement on a du long en haut et on a du short en bas de ce mouvement, mais on n'a pas vraiment de choses extrêmement intéressantes à tirer de cette étude de funding là qu'on est en train de faire maintenant. Peut-être le fait de dire que là où on a eu un épisode de spread positif, donc ça peut peut-être enclencher quelque chose de plus gros vers le haut, puisque les épisodes de spread positif ici sont pour moi des moments intéressants où on peut rentrer dans ce type de moment de FOMO où ça coûte effectivement très cher de venir diriger un mouvement plutôt dans le sens ou dans un sens ou dans l'autre. Et sur Ethereum, même chose, hein, c'est super propre, hein, vous voyez, on vient prendre ce niveau-là. On vient prendre un vieux niveau qui date du 26 février qui est ici, et on vient prendre après derrière. Je vous avais dit qu'on allait peut-être faire une raquette dans les deux sens, c'est à peu près ce qu'on a eu. Ici, effectivement, c'est pareil. On est plutôt long ici sur ce mouvement-là. On va regarder s'il y a quand même un petit peu des différences parce que j'en vois de mon côté. Donc ici, on est long à partir de là, même si c'est pas exceptionnel. On est peut-être même long à partir d'ici. C'est ça qui explique qu'on ait pris ce niveau. Donc le niveau est moins fort ici puisqu'il a été déjà pris une fois, vous comprenez. On a enlever une partie de ce gros mouvement ici de longueur. L'open interest il va plutôt vers le haut, et là en gros jusque là on est long, là on continue à être long, donc j'ai un niveau aussi intermédiaire par ici, hein. C'est peut-être le niveau qu'on est en train de travailler en ce moment, mais vous le voyez là ici on continue à monter alors que le prix descend, donc ça c'est une anomalie. Ensuite derrière on passe short sur tout ce niveau là. Ici on avait été excessivement shorté, donc c'est pour ça que le prix est venu le chercher, hein. Pardon, j'ai un prix qui monte mais j'ai un funding qui descend, ça veut dire que je suis plus shorté que longué malgré le fait que le prix monte. On peut considérer ici qu'on décale ce niveau à ce niveau-là et qu'on le mette en bleu dorénavant. Là, sur cette latéralisation du prix, on va dire, j'ai plutôt un funding qui augmente. Donc, on a globalement quelque chose qui se construit comme ça. Voilà, c'est plutôt propre aussi. Dans les niveaux précédents, vous voyez qu'on avait ce niveau 1677 qui n'avait pas été pris. Voilà, globalement, 1593 en bas, 1650 en haut. Voilà, bon, les spreads on regarde pas puisque pour le coup ils sont sur Bitcoin, donc c'est pas la peine sur Ethereum d'aller les regarder. Voilà, on sauve et puis on passe à la suite. Les poches de liquidité sur le BTC en l'occurrence. Alors, j'ai un gros long qui s'est ouvert là, vous le voyez, donc dans ce moment de consolidation, on va dire en haut. Pour le moment, on est en train de venir le chercher. Est-ce qu'il a été pris? Est-ce que c'était un x100 ou est-ce que c'était un x25? Pour le moment, c'est difficile à dire. J'ai plus de long que de short, donc j'ai un delta qui est désormais positif en faveur des longs. Donc ça irait plutôt dans le sens du fait que, vous voyez que quand je vous montre cette charte-là, je vous montre que les 5 derniers jours. Donc forcément, on peut avoir des épisodes précédents où on avait énormément de shorts qui s'effacent. Parce qu'avec le temps, comme on regarde les 5 derniers jours, il ne faut pas ici voir les choses comme ça veut dire qu'on n'a plus de shorts, ça veut dire qu'on n'a plus de shorts sur les 5 derniers jours. D'accord? Donc sur les 5 derniers jours, on a plus de long que de short, mais ne le voyez pas comme un delta cumulatif sur plusieurs semaines. C'est pas le cas. Même chose sur Ether, on est passé en positif ici, on n'a pas le gros long qu'on a vu s'ouvrir sur Bitcoin, mais pourtant le prix fait un petit peu pareil, on va dire, il y a une correction, on vient chercher plutôt une multitude de longs qui s'étaient posés ici. Sur Ether, les niveaux 1707, c'est toujours un peu les mêmes, hein, en haut, et en bas, là où on a un peu de densité, on va dire 1595, potentiellement plus bas. Ici, le grand gagnant, c'est lui, hein. Vous voyez que là, 55 millions qui ont été posés à 1555, donc un joli gain, voilà, pour cette personne-là en particulier. On va regarder la 12 heures, qu'est-ce qui s'est passé en termes de funding, quel est le sentiment sur les 12 dernières heures sur Bitcoin. Eh bien, il est plutôt longueur, hein. On voit ici beaucoup plus de longs qui se sont ouverts que de shorts. Donc ça nous dirait, attention, peut-être que là, sur les positions fraîches, le prix va plutôt tanker vers le bas. Donc ça irait plutôt dans le sens, j'ai commencé cette vidéo en vous disant, est-ce que la structure va pas se retourner? Ça irait plutôt dans le sens, à court terme en tout cas, de venir plutôt en bas en premier. Et ici, toujours la même chose, on a plus de shorts, quand on regarde la weekly, on a plus de shorts que de longues. Et la zone à prendre, bien évidemment, c'est autour des 25 000 $. Sur Ethereum, quand on regarde la 12 heures,
Quand on regarde la 12 heures, pareil, plus de long que de short. C'est ce qui fait aussi que, bien évidemment, le delta depuis 5 jours est en train de passer positif. Et quand on regarde la 7 jours, même chose sur Ether, 1700, toujours le niveau plus ou moins proche à prendre. Si on va vraiment manger ou accumuler un peu dans cette zone du short, à ce moment-là, ça sera 2000$. Et passer sous les 1005 pour venir prendre tous les longs serait plutôt une bonne chose. Donc voilà, est-ce qu'on laisse gagner cette bande jaune pour venir prendre cette bande-là? Ça va être, je pense, la demande au spot ici qui va nous donner vraiment le ton. Je reviens sur le prix et je vous donne ma conclusion. Alors ma conclusion, elle est relativement simple. Ça va être la même que mon introduction, c'est-à-dire que moi, on a fini le mois. Donc est-ce que je vous montre un peu ce qui se passe en monthly ou pas ou... Globalement en monthly, pour moi, il n'y a rien de nouveau. On a juste ici sur le mois de février cette bougie d'indécision. Vous la voyez là. On a une bougie d'indécision qui veut un peu rien dire. Je sais pas si je monte ou si je descends. Les bougies d'indécision en monthly, on en a plein sur Bitcoin. Globalement, en haut d'une montée, elle serait plutôt ici, vous le voyez, à nous dire on va tanker, on va tanker vers le bas. Ici, vous le voyez, pareil, même chose. Bon là, elle n'est pas extrêmement énorme. Voilà, une bougie d'indécision, ça veut dire je sais pas où je vais. Donc, vous voyez ici, elle est baissière. Bon, après, si je vais vous montrer sur l'index, j'en trouverai certainement des haussières. Ça veut dire on sait pas. Globalement, on peut pas dire que ce mois-là, on va dire que c'est le mois qui a commencé au même endroit que ce qu'il a fini. On a sauvé à quelques dollars le fait de ne pas faire une bougie rouge, mais voilà, pour moi, c'est vraiment le signe de pas grand-chose. Si on regarde un petit peu, on va dire le Cypher, par exemple, on avait toujours ce point d'achat qui avait été corrigé en monthly. Un point d'achat en monthly sur le Cypher, c'est pas commun. Il faudrait que j'aille vous montrer ici sur l'index, mais vous en avez en gros à chaque début de bull run, surtout quand on est en bas d'une vague dans le momentum qui est vers le bas ici. Pour le moment, j'ai un léger fléchissement de la VWAP ici, mais c'est pas méchant. Donc voilà, le stochastique qui était en bas, en monthly, c'est pareil, c'est assez puissant, qui est en train de remonter vers le haut. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut nous dire on est peut-être sur quelque chose de plus important. Globalement, les retours sur le mois de mars, ils sont pas incroyables en général sur Bitcoin. J'ai essayé de vous trouver ça. Non, ça c'est des yearly candles. Là ici vous voyez une structure, mais tout le monde va vous la montrer. Ça veut pas dire grand chose non plus. 3 ans de hausse, 1 an de baisse, 3 ans de hausse, 1 an de baisse, 3 ans de hausse, 1 an de baisse. Et là, est-ce qu'on est au début de 3 ans de hausse ou pas? Bon, ça fait un 3 sur 4 pour le moment. Ici, c'est les ventes de voitures qui explosent depuis la Chine. Donc, bravo Warren Buffett, il a eu du nez quand même de prendre énormément de parts de ventes de voitures chinoises. Est-ce qu'il va y avoir du protectorat ou pas? C'est un petit peu la question. Ici, c'est les volumes de NFT, pas extrêmement intéressant. Bon, c'est Blur qui défonce complètement OpenSea. Ici, les petites caps à 13%, vous le voyez ici, qui défoncent toutes le BTC, les large caps et les mid caps. Donc, en ce moment, c'est les petites caps qui performent très bien. Ici, et j'ai commencé ma vidéo là-dessus aussi, c'est le money supply chinois qui est complètement à l'augmentation ici, alors que, et là on parle de year to date, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2020, pardon. Donc le money supply chinois qui est en ce moment en train de réaugmenter, on regarde surtout la fin ici, et le money supply américain qui est en train de baisser. Est-ce que l'injection de liquidités chinoises, celle que vous voyez ici en bas, là ça c'est les liquidités chinoises qui sont injectées, et là on le voit pas bien. Voilà. Ouais, merde. Ah, putain. Je vais vous le retrouver. Attendez, je vous le remets bien. Ok, donc l'injection de liquidité chinoise, vous voyez que la liquidité américaine, là, et on est plutôt ici sur le mois de mars. Voilà, vous voyez les dates là en bas, on est plutôt sur le mois de mars, injection de liquidité chinoise qui est relativement énorme en ce début de mois de mars et fin du mois de février. Vous voyez ici les stocks chinoises qui sont en haut, le prix du Bitcoin et les stocks américaines. Ça revient un petit peu dans la notion de ce que je vous disais, est-ce qu'on n'est pas en train en partie de découpler et de plus se coller aux stocks chinoises. Vous voyez ici, là, on a effectivement des US Tech qui descendent alors qu'on avait un Bitcoin qui montait. Et finalement, quand on regarde depuis début janvier, donc ici à peu près, on se retrouve même, je crois même, par ici. Depuis début janvier, on a plus cette impression de suivre le le Shanghai Composite Index que le US Tech, le SP500, pardon.
Ici, voilà, c'est ça. Les retours sur le mois de mars. Est-ce que j'en avais un avant qui était intéressant? Non, pas du tout. Les retours sur le mois de mars, eh ben, vous voyez que globalement, mars est plutôt un mois positif, concrètement, par rapport à août, septembre, etc. Et en gros, c'est pas le mois le plus positif, mais par contre c'est généralement un bon mois d'achat pour vendre plutôt en avril ou en mai. Ça c'est historiquement quelque chose de relativement connu, c'est-à-dire que avant mai, juin, en général mai et juin sont plutôt des périodes où ça pousse et puis ça peut permettre de vendre. Ici pareil, donc le mois de mars il est ici sur toutes les années de Bitcoin. Vous voyez que c'est un mois qui a eu des très bons retours parfois et des très mauvais retours également parfois. Ici, l'auteur a montré les années de bull run, c'est-à-dire 2014, 2018, 2022, pardon, c'est les années de bear market. Donc du coup, l'année suivante, qu'est-ce que ça nous a dit? Et bien là, en mars, on avait fait moins 3,90, en 2019, on avait fait 7,49, et puis là, pour l'instant, bon, on a commencé ce matin, mais on est à 2,24. Donc voilà, le mois de mars, c'est vraiment pas un des meilleurs historiquement, mais voilà, là pareil, on est toujours sur le découplage. Ça c'est intéressant aussi, c'est les FANG plus MNT. Les FANG plus MNT, c'est Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Nvidia et Tesla, tout ensemble. Ça fait donc 8 actions, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces 8 actions-là représentent en fait finalement 60% du retour sur le S&P, c'est-à-dire vous avez 492 entreprises qui sont cotées sur le S&P et qui représentent moins que, vous le voyez ici, là c'est sur finalement... Là, vous le voyez, vous avez tout ce que font ces 8 entreprises-là, et derrière, en dessous, vous avez ce que font les 492 entreprises autres. Donc le retour du S&P sur la market cap totale est fait en fait par 8 entreprises. À quoi bon, finalement, ça nous dit quoi? Ça nous dit à quoi bon trader l'index S&P, autant finalement trader et de manière... weighted de manière parce que vous allez, quand vous tradez le S&P, vous allez avoir une longue traîne derrière. Bon, ça c'est effectivement possible, mais vous n'allez pas du coup nécessairement vous allez avoir un boulet un petit peu derrière de 492 entreprises, là où finalement vous êtes en train de trader les FANG plus MNT quand vous tradez le S&P. Ça c'est l'open interest par rapport aux preuves de réserve. Alors c'est un petit peu compliqué comme graphique au sens où c'est un ratio qui est très peu utilisé. Open interest par rapport aux preuves de réserve, ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à ce qui est tradé sur votre plateforme, combien est dans vos propres réserves, on va dire au spot. Et là on voit que BitGet et Mexi arrivent vraiment devant. Après on a Bybit et puis après on a tous les autres, Binance qui est loin derrière avec effectivement 18%. Alors, ça peut dire plusieurs choses. Ça peut dire soit les chiffres sont pipotés, c'est-à-dire que c'est possible qu'il y ait du wash trading ici, donc qu'il y ait des faux volumes en fait qui soient créés par ces plateformes de manière tout simplement à venir gonfler les choses. Soit ça veut dire que effectivement Mexi, BitGet et Bybit sont, et ça c'est plutôt moi mon avis privilégié, les firmes où il y a le plus d'open interest, c'est-à-dire où les gens trade le plus sur les futurs, etc. Parce que je trouve que l'interface de Binance elle est vraiment bidon pour ça. Je crois qu'en plus sur Binance vous n'avez pas la possibilité de faire du gros levier ou même du levier, il me semble. Hein, je sais plus, enfin je sais même, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce qu'il était possible de faire sur Binance ou pas. Mais en gros, vous voyez ici que, alors c'est compliqué de prendre ces chiffres. Du coup, je vais pas forcément les analyser ici. Ça peut être bon, comme ça peut être mauvais. Effectivement, on a par rapport au volume de trading beaucoup plus de proof of reserve. Donc ça peut être une bonne chose que ces gens-là aient suffisamment. Et d'un autre côté, ça peut être un peu gonflé. Donc j'aurais même pas dû vous montrer cette charte d'ailleurs parce que j'ai pas vraiment d'interprétation dessus en fait en réalité. Ensuite, on a fait le monthly, du coup, je voulais pas nécessairement le faire, mais du coup, on y est allé aujourd'hui. Voilà, pour moi, la direction, elle est relativement simple. Si on arrive à casser, effectivement, le niveau dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire celui-ci, et ben du coup j'aurais plutôt tendance à essayer d'aller chercher une tendance haussière, c'est-à-dire direction privée préférentielle plutôt en longue. On a perdu la trend, donc ça pour moi c'est important aussi. Donc peut-être qu'à ces stades-là, on est sur un endroit intéressant pour ouvrir un short à contrario dans notre direction préférentielle qui est toujours la nôtre. On est peut-être finalement en haut de quelque chose plus qu'en bas de quelque chose. Donc là, bien évidemment, c'est un risque maîtrisé. Dans ces moments-là, moi j'ai tendance à me mettre à l'écart quand
je sais pas trop, quand j'ai pas forcément de direction ici préférentielle. J'en avais une jusque-là, mais là, je commence à me poser des questions depuis tout simplement qu'on a enfoncé ce niveau-là et qu'on n'a pas perdu celui-là. Hein. C'était quelque chose d'ailleurs dont j'ai parlé dans la vidéo d'hier, dont j'ai exprimé quelques doutes déjà à ce moment-là. Et là, du coup, bon, bah, comme je sais pas, bah, je reste off-market, j'attends de voir ce qui se passe. Et puis à partir de là, je louperai peut-être un trade, mais au moins, je vais pas m'efforcer à continuer dans une direction alors que finalement, ça va faire fondre une partie de mon capital pour globalement rien. Autant ici ne pas rentrer, ça va me coûter une réponse, c'est-à-dire que cette réponse que j'attends par le marché, elle va me coûter un delta, mais au moins je vais pas essayer de m'évertuer à aller forcément dans une direction alors que j'ai pas forcément d'idée ici sur ce que va me donner la structure dorénavant. Donc vous le comprenez ici, la question c'est est-ce qu'on continue à faire ça ? C'est-à-dire une tendance haussière comme c'est le cas en 1 heure, ou alors tout simplement est-ce qu'on continue à faire ça, c'est-à-dire une tendance, on va dire, baissière, comme c'est le cas en 4 heures. Voilà, la grande question du moment, c'est un petit peu celle-là. Et pour moi, la réponse, en grande partie, elle est située... Merde. Si, c'est bon. La grande réponse en partie, elle est située dans ces deux W, c'est-à-dire celui-ci là, qui a cassé, qui nous a déjà donné une première réponse, qui est en train de faire son retest là, et surtout le grand W supérieur qui lui est censé nous dire bon bah ok, c'est un retournement, ça y a pas photo, c'est bon, on est en train de se retourner dans l'autre sens, direction préférentielle pour du long. Vous pouvez ici très bien anticiper la structure et tout simplement juste prendre les longues et les shorts qui vous tombent dessus. Maintenant moi ça m'a jamais, faire la girouette ça ne m'a jamais forcément réussi ici, c'est plutôt ici on va dire vous allez faire des gains peut-être, mais en gros vous allez vous battre, enfin vous allez passer vachement d'énergie, passer vachement de temps à être tout le temps en trade, à suivre tout le temps les choses, etc. Alors que finalement, à terme, je me suis rendu compte avec l'expérience que avoir une direction préférentielle, une direction préférentielle privilégiée a toujours été plus rémunérateur au final. Voilà, j'ai terminé. Gros sujet sur Jane Street, sur les market makers, gros sujet sur Binance, sur la crypto aujourd'hui finalement. C'était quand même aussi une réflexion, je pense, sur l'open interest, l'importance de la liquidité, toutes ces choses-là. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le. Désolé, en ce moment on passe quasiment 1 heure par jour ensemble pour ceux qui regardent en tout cas la totalité des vidéos, mais il y a pas mal de choses à dire et c'est plutôt aussi dans ces moments un peu calmes qu'on a le temps de construire, qu'on a le temps aussi d'aller voir des sujets, qu'on a le temps de entre guillemets se documenter sur des choses et d'autres, un petit peu comme les bonnes cryptos vont se consolider en bear market. Je pense que le bon apprentissage, et même moi on va dire que ce genre de vidéo ça me demande un travail de recherche, ça me demande pas mal de choses et à chaque fois j'en sors également en ayant appris quelque chose. Également la chaîne elle m'apporte aussi une rigueur, une routine, c'est-à-dire que tous les jours je me dois d'avoir un positionnement. Tous les jours, je me dois d'avoir plus ou moins une lecture des news, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc j'y trouve mon compte finalement, à la fois dans mon trading et à la fois dans mon apprentissage à moi, personnel. Donc je suis très content de le faire avec vous. Et voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si jamais les vidéos vous plaisent et que vous souhaitez échanger avec la communauté très bienveillante sur Crypto Signal. Et puis, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Et je la pose ici. Est-ce que vous avez toujours un chéquier ? Est-ce que vous êtes toujours de ce type de gens qui écrivent à la caisse devant d'autres gens quand on a fait ses courses, ce qui est déjà une corvée, hein, on peut se le dire, sortent un chéquier, la carte d'identité, toutes ces choses-là, etc. Alors personnellement, je dis ça parce que justement, j'ai mon chéquier sur mon bureau, parce que j'ai dû le retrouver dernièrement pour faire un chèque et que ça m'était pas arrivé depuis super longtemps. Mais je pense toujours à la petite mamie qui, quand elle est elle a une carte quand même, je veux dire, elle a quand même une carte, quoi. C'est possible de faire le sans contact pour le chèque à 12,50 €. Mais non, on sort le chéquier, on regarde, on prend la carte d'identité, on note tous les numéros, etc. Ce qui est quand même, on va se le dire, un petit peu d'un autre temps. C'est pas grave, on aime les anciens et on aime leur façon ancienne de penser. Moi-même, je me considère comme un ancien. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, poussez le like, c'est vraiment très important pour la chaîne, mettez des likes à chaque fois si vous appréciez le contenu, c'est du temps passé, donc vraiment la meilleure chose à faire ici, c'est potentiellement tout simplement de le dire. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, à très bientôt.